Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Tous les érudits européens comprennent qu'ils doivent faire correspondre les mots grecs et les mots égyptiens. Évidemment, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre. Or, un grand problème se pose. Comment isoler les groupes de signes égyptiens qui doivent correspondre aux termes grecs ? Effectivement, il n'y a aucune séparation entre les mots et les phrases. Ils trouvent tout de même un moyen pour surmonter, en tout cas partiellement, cette difficulté. Certains noms de souverains, comme ceux de Ptolémée, de ses ancêtres et de la reine Arsinoé, apparaissent à maintes reprises dans le texte grec. On en déduit qu'il en va de même dans les versions hiéroglyphiques et démotiques. Les groupes de signes égyptiens, qui apparaissent autant de fois que les noms des souverains dans la version grecque, ont de grandes chances d'en être les graphies. Par chance, la version démotique est intacte. Les premiers déchiffreurs vont donc travailler à partir d'elle. Ils portent alors leurs efforts sur les noms des souverains. Leur intuition méthodologique, finalement, est bonne. Mais ils ne sont pas les premiers à tenter de déchiffrer les hiéroglyphes. Clément d'Alexandrie avait déjà distingué les trois écritures au IIIe siècle de notre ère. Et en 1754, l'abbé Barthélemy avait énoncé une méthode pour déchiffrer les langues antiques et oubliées. Il avait réussi à lire un cartouche royal en 1761. À sa suite, Sylvestre de Sacy identifie le nom de Ptolémée. De son côté, le diplomate et philologue suédois Johan David Åkerblad, ancien secrétaire des commandements du roi de Suède, identifie dans le texte démotique les patronymes de la version grecque de Ptolémée et s'aperçoit qu'il est écrit en caractères alphabétiques. Il traduit aussi les mots temple et grec. Il réussit à établir un alphabet de 29 lettres à partir des autres noms propres. Toutefois, la moitié seulement est correcte. En revanche, il identifie un élément grammatical, un pronom suffixe masculin singulier F en démotique, en se fondant sur le copte. La voie alphabétique lui paraît royale, mais en réalité, c'est une impasse. De l'autre côté de la Manche, Thomas Young, physicien, qui découvre les interférences lumineuses, fonde comme ça, par exemple, l'optique physiologique. Il est médecin et ce brillant inventeur a permis des avancées en matière d'énergie, de la lumière, de la vision, d'harmonie en musique et même d'égyptologie. Il se prend de passion pour la philologie. Lors d'un séjour à Göttingen, il se lance alors lui aussi dans la compétition. Il étudie la partie démotique de la pierre de Rosette, il identifie quelques groupes, il établit que les graphies cursives dérivent des hiéroglyphes, il confirme comme ça la thèse de l'abbé Barthélemy. Dans les inscriptions hiéroglyphiques, les noms royaux sont inscrits dans un cartouche. Un cercle magique est tiré horizontalement en ovale pour une occupation dense de l'espace. La version hiéroglyphique est malheureusement incomplète. Sauf que les noms des souverains sont inscrits quand même dans les 10 cartouches. Ils sont donc matériellement distingués comme des unités isolables dans le texte. Et Young reconnaît les noms de Bérénice et de Cléopâtre dans les cartouches. Il s'attelle ensuite à repérer les signes les plus récurrents dans les noms de Ptolémée et de Bérénice de la version hiéroglyphique. Il identifie un certain nombre des signes alphabétiques, en particulier le rectangle P et le demi-cercle T. Il imagine l'existence de signes phonétiques et considère que d'autres n'ont aucune valeur phonétique. À d'autres encore, il attribue la valeur de syllabes. Il établit alors un alphabet de 15 signes, dont 5 seulement en réalité sont valables, mais il ne cherche pas des symboles. L'égyptologue anglais William Banks apporte quelques points, lui, à sa reconstitution, mais il se retrouve rapidement bloqué parce qu'ils ne comprennent pas que l'écriture hiéroglyphique n'est qu'en partie alphabétique. C'est de l'autre côté de la Manche, dans cette France misérablement vaincue à Aboukir, que va se révéler un véritable génie. Il a pour nom Jean-François Champollion. La famille de Champollion est originaire du Val-Bonnet, dans l'Isère. Son père est un colporteur qui s'est installé à Figeac, dans le Lot, parce que c'est plus pratique pour sillonner la France. Il a épousé une jeune bourgeoise locale, Jeanne-Françoise Gallieuc. Ensemble, ils ont eu 7 enfants, dont 2 garçons, morts peu après leur naissance. L'aîné, Jacques-Joseph, naît en 1778, puis viennent 3 filles, et enfin le petit dernier, Jean-François, né en 1790. Les parents n'étant pas toujours présents, il est élevé par son frère et ses sœurs. Il apprend à lire tout seul, à l'aide d'un missel. C'est son grand frère, Jacques-Joseph, qui s'occupe de son éducation. Leur père est souvent sur la route et leur mère
bon et brave, malheureusement, est analphabète. Et bien qu'il ait 12 ans de plus que lui, il s'implique corps et âme dans l'éducation intellectuelle de son cadet. Il devient un père de substitution pour Jean-François. Se montrant un éducateur exigeant, il le surveille à tout moment, il est disponible à chaque instant, il décèle quand même très rapidement les dons exceptionnels de son petit frère et il lui prédit un destin hors du commun. En 1798, le père envoie Jacques-Joseph apprendre le négoce chez des cousins à Grenoble. Vous savez que c'est le berceau de la Révolution française. Il s'y emploie à contre-cœur parce qu'en secret, il se passionne pour la numismatique et l'épigraphie. Alors il gagne sa vie en travaillant dans le commerce et durant son temps libre, il satisfait sa passion pour les livres. Il se constitue rapidement une importante bibliothèque privée où se côtoient tous les grands auteurs classiques. Il est fou d'histoire, il apprend le grec tout seul et son érudition impressionne le physicien Joseph Fourier, qui est préfet de l'Isère et c'est en plus l'un des plus grands savants de cette époque. C'est un homme très sympathique, Joseph Fourier, il a 34 ans, il n'est rien de moins que le conseiller personnel de Bonaparte. Il est intarissable sur l'expédition d'Égypte et pour cause, eh bien il faisait tout simplement partie de l'équipe de savants emmenée par le général Corse. C'est l'ancien directeur de l'Institut égyptien créé par le futur empereur, et bien ça tombe bien. Jacques-Joseph s'intéresse énormément à cette campagne et aux travaux colossaux réalisés par la commission. Joseph Fourier participe à la rédaction de l'ouvrage rassemblant leurs études, mais il se perd dans ces pyramides de notes, c'est le cas de le dire. Il engage aussitôt Jacques-Joseph comme secrétaire, et une amitié naît bientôt entre les deux hommes. Ce poste, on peut le dire, est un véritable don du ciel pour Jacques-Joseph, qui a maintenant ses entrées à la préfecture de Grenoble, où se retrouve l'élite de la ville. Là, il rencontre bon nombre de voyageurs qui l'émerveillent de leurs récits de voyages, d'aventures dans des contrées lointaines. Il continue cependant, à distance, de parfaire l'éducation de Jean-François, resté à Figeac. Il l'initie à l'étude du Proche-Orient et des langues anciennes par son impressionnante correspondance épistolaire. En secret, il entretient un espoir un peu fou. Et si c'était son frère, aux dons hors normes, hors du commun, qu'il revenait de résoudre le mystère des hiéroglyphes. Fou, insensé, me direz-vous, mais après tout, pourquoi pas ? Un jour, il fait part de son rêve à Fourier. Alors ce dernier s'amuse, mais garde cette confidence quand même dans un coin de sa tête. De son côté, Jean-François bénéficie de l'enseignement de l'abbé Calmelsi qui lui apprend les rudiments du grec et du latin. En mars 1801, il a 11 ans, il rejoint son frère à Grenoble. Jacques-Joseph veut la meilleure éducation pour son frère et il met à sa disposition les ouvrages de sa bibliothèque. Et Jean-François les dévore littéralement, surtout ceux traitant, bien sûr, des langues orientales. Il se révèle être un boulimique de travail, il laisse tout le temps des petits mots à destination de son frère. Peux-tu me trouver tel ou tel ouvrage ? Il se lance, entre autres, dans une étude de l'histoire naturelle dans les livres saints. Il bénéficie d'une éducation classique à l'école centrale de Grenoble, ainsi que des cours particuliers de l'abbé Dussert. Jean-François est un élève, on pourrait dire, insatiable, qui adore étudier, surtout, encore une fois, les langues orientales, pour lesquelles il se découvre une appétence particulière. Il a à peine 13 ans, mais il maîtrise déjà l'hébreu, l'arabe, le syriaque, le chaldéen et bien entendu le grec et le latin. Ça nous fait sourire, nous, aujourd'hui, avec nos enfants qui ont du mal avec une deuxième langue. Eh bien oui, lui, il en connaît quelques-unes. Mais paradoxalement, à l'école, il ne récolte que de mauvaises notes. Pas étonnant, on n'y enseigne pas du tout les langues exotiques venues d'Orient. Il dépense tout son temps et son énergie à étudier ses matières favorites, en fait. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un haut potentiel intellectuel. En 1802, Jacques-Joseph l'emmène dans une soirée mondaine à la préfecture. Il a alors tout le loisir d'écouter les récits d'aventures et de découvertes des bourgeois qui ont sillonné les pays orientaux. Malheureusement, il n'a pas le loisir de passer ses journées à l'étude des livres de son grand frère. En 1804, il obtient une bourse d'études pour intégrer contre son gré le nouveau lycée impérial de Grenoble, fondé par Napoléon pour former l'élite de la nation. Ces années, on peut le dire, lui sont insupportables. Il a l'impression de perdre littéralement son temps.
En plus, la discipline militaire ne lui convient absolument pas. Il en parle dans ses lettres comme de sa prison. C'est à cette époque que transparaît, on va dire, son caractère bien trempé. Heureusement, il a l'occasion de fréquenter certains des savants qui ont participé à l'expédition en Égypte. Il se découvre alors une irrésistible passion pour le mystère des hiéroglyphes. Ça y est, c'est parti. L'Égypte est un pays qui l'attire depuis longtemps. Il n'avait que 7 ans quand il a entendu pour la première fois le mot Égypte dans la bouche de son frère aîné. Dans une lettre à ses parents, qui est datée de janvier 1806, il écrit, je cite, « Je veux faire de cette antique nation une étude approfondie et continuelle. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur. » De son côté, Jacques-Joseph, le grand frère, ne ménage pas son temps ni ses efforts. Il interroge les savants pour savoir où en est la recherche dans le domaine de l'égyptologie et il prépare des dossiers complets pour aider son frère. On peut dire vraiment que c'est un travail d'équipe. En 1807, Jean-François a 17 ans. Il est élu à l'Académie des sciences et des arts de Grenoble. Et au lieu de prononcer le discours de réception, on va dire d'usage, eh bien il lit l'introduction de son essai « L'Égypte sous les pharaons », une description de l'Égypte avant la conquête de Cambyse qu'il vient d'écrire. Quelque temps après, Fourier lui montre l'une des empreintes de la stèle épigraphique de Rosette qu'il a eu la chance d'acquérir. Pour Jean-François Champollion, on peut le dire là vraiment, c'est une révélation. À partir de cet instant, il fait le serment de trouver la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. La même année, son frère, Jacques-Joseph, épouse Zoé Berriat, issue d'une famille influente de l'Isère. Il décide d'ajouter son village natal à son nom de famille. Il devient donc Jacques-Joseph Champollion-Figeac. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.